Bonjour à tous sur la chaîne de Saltazar Druid pour cette seconde review des cartes Hearthstone qui vont sortir pour l'extension Les Murs des Dieux très anciens. Alors, comme pour la précédente vidéo, on va avoir à peu près 16 cartes. Bon, un peu plus à cause de la carte que je vous montre là. Mais voilà, on va les voir tous ensemble. Donc, quelles sont les cartes qui ont été révélées jusqu'à présent? On a Zaril Poisonned Mid. Donc son effet c'est c'est une 3-2 pour 4, donc ça fait un peu cher, on s'attendrait plutôt à 2 de mana. Mais il a un cri de guerre et un râle d'agonie, donc les deux combinés, donc ça c'est bien. Qui ajoute une carte toxine aléatoire dans votre main. Alors qu'est-ce que sont les cartes toxines? On va les voir ensemble. Ah, ça bug un petit peu, attendez. Voilà. Donc on a déjà la Bloodsteel Toxin qui renvoie un minion allié dans votre main et cet allié coûte 2 de moins. Alors déjà on voit que les cartes toxines visiblement vont coûter 1 de mana. Donc c'est pas tout à fait comme les pièces détachées qui coûtaient 0. Mais ce sont des cartes qui coûtent 1, donc sachant que vu que c'est clé de guerre plus râle d'agonie, du coup on en obtient 2. Et là, on voit déjà l'effet est assez sympathique, c'est-à-dire que, comme on parle quand même d'une classe voleur, vous aurez certainement des serviteurs qui peut être intéressant de récupérer, que vous pourrez rejouer juste derrière. En plus, ça coûte 2 de moins, donc c'est nickel. Hein, vous jouez cette carte, votre serviteur vous coûte en réalité 1 de moins à rejouer derrière, parce que forcément c'est... Alors je dis 1 de moins et pas 2, pourquoi? Parce que vous payez quand même la carte derrière, mais... Voilà, on peut imaginer par exemple d'utiliser cette carte là pour récupérer Zastri lui-même, ça peut être très intéressant, donc ça c'est pas mal. Oui, c'est du coup on a vu le serviteur, c'est un serviteur voleur, donc ça peut être bien. Miratron Toxin qui donne plus 3 d'attaque à un serviteur, donc très intéressant également. Fadeles Toxin donne un serviteur allié camouflage jusqu'à la fin du tour. Donc camouflage, je rappelle, c'est le serviteur n'est plus attaquable, donc intéressant également. Fairblown Toxin qui permet d'infliger 2 points de dégâts, très bien également. Kinbone Toxin qui permet de piocher une carte, pourquoi pas. Donc voilà. Donc on va revenir dessus. Donc de ce fait, c'est une légendaire voleur qui est intéressant parce qu'en plus, du coup, pour un voleur, ça coûte pas forcément très cher. Les toxines ont tous des effets intéressants, exploitables à n'importe quel moment, et puis elles coûtent 1 de mana. Donc de ce fait, je pense que c'est une bonne carte qu'on devrait pouvoir voir de temps à autre dans le WID, enfin dans le libre, en standard également, et en arène, elle est correcte. Pour moi, c'est une carte qui est tout à fait correcte, d'autant plus qu'avec le voleur, alors que je ne me trompe pas, oui, le Raptor, et enfin le Raptor voleur, celui qui copie le râle d'agonie d'un autre serviteur, lui sera toujours dans le standard, donc voilà. Donc une carte intéressante pour le voleur, qui rentre bien dans la synergie combo, donc pour moi elle est très bien. Donc une autre carte voleur qui s'appelle le Colporteur de Fossoyeur, donc une 2-2 pour 2, qui a donc stat un petit peu faible pour le prix mais qui reste correct, qui a râle d'agonie, ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. C'est un peu comme le larcin, ça peut être intéressant sans plus. Après, comme c'est la classe voleur qui en bénéficierait, ça va, c'est correct. C'est correct dans le sens où si jamais on tombe sur une carte qui sert à améliorer les armes, le voleur pourra quand même en profiter. S'il tombe sur une arme, il pourra en profiter. Bref, plein de cartes dont le voleur pourra réussir à en profiter. Donc pourquoi pas. Un peu random, mais voilà. Donc en arène, c'est intéressant, ça fait une carte de plus. En libre et standard, oui, après, en libre, je pense pas qu'elle sera beaucoup jouée. En standard, pourquoi pas. Et encore, je pense qu'elle est un peu faible, mais voilà. Ensuite, donc, Alazel l'élevé. Donc, c'est une 4-6 pour 5, stat correct, légendaire, qui, chaque fois que vos sorts infligent des dégâts
rend l'équivalent sous forme de points de vie à votre héros. Donc là on voit que ça a tendance, donc c'est une carte chaman, donc ça aurait plutôt tendance à tourner le chaman vers du chaman sort, très axé sort, donc pourquoi pas. Après est-ce que son effet sera vraiment utilisé? J'en suis pas sûr, mais ça reste quand même intéressant parce que si points de vie, elle mourra pas facilement, donc après le chaman a quand même beaucoup de sorts qui infligent des dégâts, donc on peut imaginer par exemple si jamais vous utilisez comment ça s'appelle déjà, tempête de foudre, vous balancez ça, c'est vrai que là tout de suite vous faites quand même vous faites 2 à 3 dégâts à chaque serviteur, donc ça vous redonne des points de vie tout en réduisant le board. Donc à voir. En wild ça me semble intéressant, en standard ça me semble intéressant, en arène moins. Elle a des stats corrects, donc on pourrait la prendre quand même en arène, mais moins intéressant parce que en arène on a tendance à utiliser moins de sorts. Mais voilà. Après comme j'ai dit, on a tendance à utiliser moins de sorts, ça veut pas dire qu'on les utilise pas. Donc voilà. Ensuite on a Ragnaros Linglord, donc le seigneur de la lumière, 8-8 pour 8, stat correct par rapport au coup, c'est le même prix qu'Arachna classique. À la fin de vos tours, restaure 8 points de vie à un personnage allié endommagé. Donc, personnage allié, c'est-à-dire que le héros est affecté également, potentiellement. Donc, en d'autres termes, on a un Ragna inversé. Enfin, même un peu mieux que le Ragna inversé dans le sens où vous pouvez frapper avec. Donc après, pourquoi est-ce que moi j'ai tendance à le considérer comme étant mieux que Ragna? Déjà, comme j'ai dit, vous pouvez frapper avec, donc voilà, il vous soigne. Après, il y en a certains qui commencent à dire que elle sera pas jouable parce que trop late game. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui jouent comme Ragna, qui est très random. Donc voilà, moi c'est... Par contre, ce qui est le plus juste, c'est que ça remplacera peut-être pas forcément Tyrion. Tyrion, lui, c'est quand même assez solide, donc voilà. Mais bon, après, carte intéressante. En arène, je pense qu'elle vaut le coup. Après, en wild standard, à voir éventuellement ce qui viendra après, mais elle ne sera pas totalement inintéressante. Donc ensuite, en prêtre, on a une 5-5 pour 6, donc un peu faible par rapport au prix. Mais Héros Volzalve, qui a cri de guerre, invoque une copie 1-1 de chacun de vos autres serviteurs. Donc là, clairement, ça va être du combo. C'est-à-dire que si vous avez par exemple Sylvanas en jeu et que vous jouez le héros Vals, là c'est intéressant parce que vous récupérez l'équivalent d'une Sylvanas, mais en 1-1, donc très facile à tuer. Voilà. Donc intéressant si vous avez des serviteurs intéressants à côté. Donc c'est pour ça que après c'est le prêt, donc ça peut réussir à marcher, mais ça va vraiment être un deck très très précis. Après en arène, bof, je dirais moyen. Wild, il y a beaucoup de possibilités de créer un deck intéressant avec. En standard, je pense qu'on a encore possibilité de faire quand même des decks intéressants, mais petit bémol quand même. Je sais pas si elle serait beaucoup jouée, mais je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose d'intéressant avec. Alors, Infect. Donc, c'est une carte c'est un sort chasseur pour 3 qui fait que tous vos serviteurs, et j'ai bien dit tous vos serviteurs, gagnent Râle d'agonie, ajoute une bête aléatoire dans votre main. Donc, l'équivalent du tisseuse, tout simplement. Alors, ça me semble très intéressant. Alors, déjà, une combo qui peut marcher, c'est vous faites lâcher les chiens plus ça, vous récupérez énormément de bêtes dans votre main. Donc pour un deck axé bête, c'est une carte qui va être très intéressante parce que vous vous arrangez pour avoir beaucoup de créateurs en jeu. Vous jouez ce sort, pardon, vous jouez ce sort et tout de suite vous recomplétez votre main de bêtes. Donc pour moi intéressant, à voir si c'est vraiment jouable en soi, mais pour avoir déjà joué un petit peu un chasseur mid-range axé sur les bêtes, je pense qu'il y a possibilité de faire de bonnes choses avec. Donc voilà. Alors, malédiction. Donc carte démoniste qui coûte 10 et qui est détruit tous les serviteurs, pioche une carte pour chaque serviteur détruit.
En arène, pourquoi pas, même si ça reste un peu mitigé. En wild, donc en libre, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup jouée, en standard non plus. Parce que ce qu'il faut voir quand même, mine de rien, c'est que c'est une carte qui coûte 10. Vous avez déjà le néant distordu qui n'est pas forcément beaucoup joué, mais qui existe et qui coûte 8. Et qui fait le même effet, si ce n'est que vous piochez pas. Alors le démoniste, en règle générale, même si c'est déjà une classe qui de base pioche beaucoup, donc ou du moins qui n'a pas trop de difficulté à piocher, donc je suis pas sûr que ça soit très utile. Après c'est mon avis. Alors là, un nouveau dieu très ancien qui est Nox le corrupteur, donc 5-7 pour 10, stat très faible pour son prix, mais cri de guerre invoque vos serviteurs avec Graal d'agonie morts pendant cette partie. En gros, alors en libre, ça va être génial, si vous avez plein de créatures avec Graal d'agonie, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cette carte là. En standard, je dirais, ça va dépendre de ce qu'on va voir. Déjà, je pense que côté chasseur, non pas chasseur, voleur, il n'y a pas de souci, il y a quelques cartes qui sont intéressantes à récupérer. Je pense qu'il marchera bien avec le voleur. Avec notamment Nyx. Pour le reste, à voir. Je dirais clairement à voir comment ça va évoluer, quelles sont les créatures qui vont être révélées. Il y a peut-être possibilité de faire quelque chose de bien, mais clairement ça serait à voir. Parce que pour rappel, la majorité des cartes avec Graal d'agonie venaient avec Nastramas. Comme Nastramas va partir, enfin Nastramas et GVG qui en a apporté quelques-unes qui étaient aussi intéressantes, notamment le déchiqueteur piloté. Qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 4-3 pour 4 qui quand elle meurt fait venir un serviteur ayant un coût converti de mana à 2. Donc voilà. Pour moi, elle est intéressante, mais à voir quand même. Donc voilà. Par contre, en arène, pas terrible. Ça dépend de comment est fait votre deck. C'est-à-dire selon les cartes que vous avez déjà récupérées. Mais globalement, elle sera peut-être pas terrible en arène. Donc voilà. Ensuite, nouvelle carte démoniste. Donc un sort pour 2 qui parjurer les ténèbres. Remplace votre pouvoir héroïque et vos cartes de démoniste par ceux d'une autre classe. Les cartes coûtent un cristal de moins. Alors, clairement, c'est une carte que je trouve assez... Alors, en libre, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose d'intéressant, je sais pas. En standard, peut-être aussi. C'est assez mitigé quand même, hein, mais... À la limite, ça serait peut-être plus une carte de tournoi, je dirais. Et encore. Non, encore même, c'est pas forcément une carte de tournoi. Sauf si vous êtes adepte de la technique de la grue. Alors, technique de la grue, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est le principe de faire des actions quasi aléatoires pour perturber votre adversaire, pour empêcher votre adversaire de pouvoir établir une stratégie viable. Donc là, par exemple, c'est perjurer les ténèbres, vous la balancez, vous vous retrouvez avec une classe aléatoire et votre adversaire du coup ne sait plus du tout comment jouer contre vous. Pourquoi? Parce que il sait pas quelle carte vous avez, il sait pas... Sachant que vous-même vous savez pas quelle carte vous avez. Technique de la grue, faut avoir une bonne paire de... Voilà. Faut avoir des coronets comme on dit, pour faire ce genre de technique. Donc voilà. En arène, ça peut être intéressant. En arène, ça peut potentiellement être intéressant. Tout simplement parce que, certes, vous allez perdre des serviteurs, etc. Mais, comme les cartes vous coûtent moins cher, du coup, ça vous permet d'avoir un petit gain de tempo non négligeable. Mais voilà. Après, en arène, je reste quand même assez mitigé. Donc, à voir comment faire pour que cette carte puisse être intéressante. Mais ça me paraît un peu délicat. Ensuite, seconde de Snos. Donc, à 1 pour 1. C'est on va dire correct pour le prix. Hein, tant qu'à faire. Cri de guerre vous équipe d'un crochet rouillé 1-3. Alors, après, et c'est une carte pirate. C'est important de signaler que c'est une carte pirate. Hein, parce qu'il y a une petite synergie possible avec.
Alors, après, il faut voir ce que fait le crochet rouillé exactement. C'est-à-dire, on sait que c'est un crochet rouillé 1-3. On sait pas à quoi ça ressemble, on sait pas s'il y a un texte à côté ou pas, donc ça serait à voir après. En termes de coût, c'est valable. Je parle bien en termes de coût. C'est-à-dire, vous avez une 1-1, vous avez une arme 1-3, ça vous a coûté 1 de mana, c'est viable. C'est viable en termes de coût. Maintenant, on parle quand même du guerrier. Donc le guerrier qui a déjà quand même des armes disponibles, hein. Il a, je sais plus comment elle s'appelle l'arme, la hache, mais en gros c'est 3 d'attaque, 2 de durabilité, donc voilà, il a déjà ça en early game, donc qui est largement utilisable. Il a la grosse hache 5-2, pareil, j'ai oublié le nom, mon excuse, qui est très rentable. Donc voilà, mitigé sur... Après, peut-être dans une optique de deck pirate, hein, on peut commencer à envisager peut-être d'essayer de faire un deck guerrier pirate, mais après à part ça, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, on a Spawn de Oxnos, donc une 2-2 pour 3, ça fait un peu cher, mais K pour Râle d'Agonie donne à vos minions +1/+1. Donc là déjà on voit c'est une carte qui pourrait se combiner avec la légendaire, et qui a un Râle d'Agonie en fait plutôt intéressant, c'est-à-dire que Râle d'Agonie donne à vos serviteurs +1/+1, bah du coup si vous arrangez pour qu'elle meure avant les autres, ne serait-ce qu'avant un serviteur, elle est rentable. Mais il faut qu'elle meure avant un serviteur. Or on sait tous comment ça se passe, c'est comme avec comment dire, la 3-4 sombre sectateur, donc la 3-4 du prêtre, qui à Râle d'Agonie donne +3 points de vie à un serviteur aléatoire. Généralement c'est la dernière carte qui se fait tuer. Avec lui ça va être pareil. Donc là on a le tauren affecté, donc une 2-3 pour 4, cher pour ses stats, provocation, et Râle d'Agonie invoque une gelée de 2. Alors après ça dépend de la gelée, mais voilà. En gros c'est comme si vous aviez, on va dire entre guillemets, une 4-5 provocation. Limitée, hein, c'est... Enfin pour 4. Limité. Après pourquoi pas. Ça peut être intéressant du coup avec Snows. C'est... mais... à voir. En arène, ça paraît un peu cher, enfin un peu late game, mais pourquoi pas, hein, ça garde de la présence de borne. En libre, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup jouée. Ça, je pense qu'on préférera le Crash Vage qui coûte 1 de plus et qui est mieux à cette carte là. Mais sinon après en standard, elle sera possiblement jouée, hein. C'est pas... Alors, Tentacule de Snows, donc une 1-1 pour 1, stat correct pour le prix. Râle d'Agonie, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Moyen, je dirais moyen, c'est... même pour le guerrier qui pourrait y avoir un intérêt avec ça, vu qu'il peut booster ses serviteurs avec ça, il a déjà tellement de possibilités de le faire que... à voir. Il y a peut-être possibilité de faire quelque chose d'intéressant avec, mais ça serait vraiment à voir. Et en arène, ça me paraît beaucoup trop limité. Enfin, en arène, c'est surtout qu'elle n'est pas assez forte. Tandis que... attends, c'était... elle en arène, oui, pourquoi pas. Lui en arène, pourquoi pas, parce que ça vous donne quand même une arme pour le début de partie. Alors que vous ne serez pas forcément garanti d'avoir une arme. Ensuite, là c'est une carte guerrier, donc une arme 2-2 pour 5, très cher. Mais Râle d'Agonie remplace cette carte dans votre main. Clairement pour moi, cette carte là, elle aurait coûté 1 à 2 de mana de moins. Elle aurait été intéressante. Là, elle coûte trop cher pour l'intérêt que ça porte. C'est pour moi, elle coûte vraiment trop cher en tant qu'arme pour guerrier. Même pour de l'arène, ça me paraît peut-être trop cher quand même. Après, je me demande si c'est pas une sorte de nerf qui est prévu pour la légendaire qui donne une arme aléatoire ou toute carte qui donnerait des armes. C'est, je le vois presque comme un nerf cette carte-là, pour les aspects aléatoires qui existent. Ensuite, on a The Boggle Monster, donc une 6-7 pour 8, donc faible par rapport au prix.
mais qui, chaque fois que ce minion attaque et tue un autre minion, il gagne +2/+2. En gros, vous détruisez une 1-1, ça devient une 8-9. Donc, carte intéressante. Alors, pareil, encore une fois, c'est une carte qui est plutôt intéressante. Alors, et qui du coup va être plus dans l'optique, je suis là pour détruire du serviteur. Donc, à voir, pourquoi pas. C'est en arène, je pense qu'elle sera bien. En libre, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup jouée. En standard, elle sera peut-être jouée, mais je suis pas sûr. Voilà. Ensuite, on a le traînard sans visage. Donc une 1-1 pour Cannes. Donc stat très faible pour son prix, donc c'est presque nul, on a envie de dire. Provocation, mais cri de guerre copie l'attaque et la vie d'un serviteur allié. Donc du coup, c'est une carte qui va marcher en combo. Donc c'est du coup, elle peut être intéressante. Si vous arrivez à avoir un serviteur avec de bonnes stats, au moment où vous la jouez, elle peut être intéressante. Donc voilà, pourquoi pas avoir pour la suite. Et donc là, on a fait le tour. Donc, alors, faut savoir que il y a certaines cartes qui semblent, il y en a qui sont très intéressantes, d'autres qui semblent un peu faibles, un peu nulles entre guillemets. Je pense qu'il y a certaines cartes qui sont clairement nulles et c'est fait exprès par Blizzard dans le but de nerfer d'autres cartes. C'est-à-dire que ils vont inventer par exemple des cartes. Je crois qu'il y avait. Oui, celui-là par exemple, qui sera pas forcément beaucoup joué, que beaucoup ne vont pas trouver intéressant. Mais, mine de rien, on peut se dire, bah, ouais, mais en même temps, ça peut faire un nerf pour le déchiqueteur piloté. C'est un nerf indirect du déchiqueteur piloté, parce que du coup, au lieu d'avoir des serviteurs qui auront des stats à 2-3 ou 3-2, bah, on tombe sur un serviteur qui a des stats à 2-2. Voilà. C'est... Alors dans la même rubrique, ah mince, lui, ça va être un nerf du piloteur. Attends, piloteur céleste. Oui, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors c'est comme le piloteur déchiqueté, sauf que lui il fait venir un serviteur et un coup converti de 4 de mana. Et ben ça, par exemple, c'est un nerf indirect à cette carte-là. Pourquoi? Parce que quand le céleste meurt, bah, si vous tombez là-dessus, vous avez une 1-1 provocation, mais vous bénéficiez pas du cri de guerre. Donc voilà. Donc c'est pour ça, il faut vraiment se dire qu'il y a certaines cartes qui clairement ont l'air très très nulles, mais c'est peut-être des cartes qui sont là pour nerfer indirectement, soit une classe, soit un serviteur. Et notamment nerfer par exemple de l'arène. Hein, c'est l'arme qu'on a vu qui est une épique, bah ça nerfe les épiques guerriers pour l'arène. Donc voilà, il faut aussi voir l'aspect nerf de cartes aléatoires. Plus le fait que il y a certaines cartes, elles ont clairement un but d'être fait en combo. Et ça serait vraiment intéressant de les voir à l'œuvre en termes de combo. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour les 16 prochaines cartes. Allez, ciao ciao et à bientôt.